RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 9h10, le débat du jour. Laissez-moi vous présenter ce matin nos deux débatteurs. Guy Barret, bonjour. Bonjour. Essayiste, ancien journaliste politique au Figaro. Richard de Sèze, bonjour. Bonjour. Essayiste, consultant en communication. Avec vous ce matin, on va évoquer Notre-Dame de Paris, Louis. Oui, bien sûr, parce que le programme commence un petit peu à être connu et ça nous intéresse forcément et ça vous intéresse. Savoir comment les choses vont un petit peu se passer, à la fois pour l'Église et puis aussi pour les politiques, puisque ça va être des retrouvailles très importantes sous l'œil du monde entier. On va essayer de voir les choses en détail, sachant que Monseigneur Ulrich espère bien un message du pape malgré son absence. Et ça commence dès ce soir d'ailleurs, dès 18h à Saint-Germain-l'Auxerrois, une procession qui s'achèvera sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, veillée de prière à partir de 19h, puisque la statue, la Stabat Mater, qui avait été miraculeusement épargnée par l'incendie, va retrouver sa cathédrale. Eh bien, dites-nous ce que vous en pensez par mail, direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Bienvenue pour le débat du jour. Et justement, rescapé de l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame donc le 15 avril 2019, la célèbre statue de la Vierge à l'enfant va regagner la cathédrale en fin de journée lors d'une procession au flambeau dans les rues de la capitale, procession à laquelle vous êtes invités, qui ramènera donc cette statue médiévale. La première fera symboliquement son retour à Notre-Dame, c'est la première des statues, donc c'est ce qu'a expliqué Monseigneur Laurent Ulrich lors d'une conférence de presse. À 19h, elle sera bénie par l'archevêque de Paris avant une veillée de louanges et de prières qui mêlera Magnificat, temps de prière et lecture de l'Évangile, une sculpture qui date du milieu du XIVe siècle, qui provient de la chapelle Saint-Aignan, située dans l'ancien cloître des Chanoines sur l'île de la Cité. Voilà pour cette statue qui va retrouver sa place près du pilier devant lequel l'écrivain Paul Claudel s'est converti le jour de Noël 1886. Ça fait de belles histoires à raconter, hein, Richard de Sèze, non ? Admirable, mais l'Élysée nous a dit qu'il y aurait quelque chose d'encore plus admirable. C'est, je cite l'un des conseillers, le président va déambuler dans la cathédrale. C'est une image, à ce moment-là, c'est la citation, une image inédite, inconnue jusque-là de mémoire d'homme. Et donc je pense que l'Élysée a réussi... ironique un peu là. Oui, un peu quand même. Voilà, le fait que Macron soit en train de se trimballer dans Notre-Dame, d'expliquer que c'est une image inconnue jusque-là de mémoire d'homme, voilà, ça me paraît un peu moins important que le fait que la statue de la Vierge retrouve sa place. Il faut que les mots résonnent, soient pesés. Ça vous paraît trop déclamatoire ? Oui, c'est ça. D'une manière générale, on a l'impression que Emmanuel Macron est en train de continuer son hold-up sur Notre-Dame et que là, jusqu'au bout, il gratte une occasion supplémentaire de s'inscrire dans une histoire qu'il a quand même assez peu servi. Il ne fera pas son discours dans la cathédrale, contrairement à ce qui avait été initialement contrairement à ce qu'il avait essayé de négocier. Oui. Oui, voilà, c'est une défaite de plus. Voilà, non seulement il sombre dans les sondages, mais en plus, oui, c'est une défaite politique de Macron, mais en plus, il sera relégué sur le parvis avec les gueux. Voilà, mais donc, je vous trouve un petit peu sévère, Richard Lessès, parce que on peut dire que ce chantier a quand même été mené. C'est peut-être une grande réussite de la mandature d'Emmanuel Macron, c'est que ce chantier a été mené à terme et se déroule de manière satisfaisante. Et puis la seconde, c'est que dirait-on si jamais il était totalement indifférent à la réouverture de Notre-Dame ? Je ne sais pas ce qu'on dirait, mais effectivement, il en a fait l'un des marqueurs, comme on dit aujourd'hui, de son quinquennat. Donc, le fait qu'il soit là jusqu'au bout, ça me paraît bien. Ce que je voulais souligner, c'était la manière dont il entendait se substituer, si j'ose dire, à une autre sacralité et à imposer sa sacralité républicaine. N'oublions pas que son ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait quand même réussi à expliquer que Notre-Dame de Paris n'est pas une cathédrale, c'est un commun. Donc voilà, Christophe Castaner. Voilà. Donc on est quand même à l'intérieur d'une pensée républicaine bien particulière par rapport à ce que doit représenter Notre-Dame. Guy Barret. Écoutez, il faut avoir une certaine compassion pour le président de la République qui ne peut exister actuellement que par ses prestations extérieures et en insistant lourdement sur sa présence, y compris à Notre-Dame, étant donné qu'il est dépossédé du gouvernement au jour le jour. Alors c'est vrai qu'il a honoré cette promesse de restaurer en 5 ans la cathédrale. Enfin, c'est pas lui qui a de ses mains peu calleuses restaurer tout cela. Et si ça a été restauré, ce n'est pas avec l'argent de la République, mais avec des donateurs privés. Donc,
il pourrait être plus modeste si justement il n'avait pas cette propension à se mettre en avant, et d'autant plus qu'il n'a plus que ça pour y être. Mais il ne va pas prononcer de discours à l'intérieur de la cathédrale comme il l'avait envisagé, mais il sera à l'intérieur avec d'autres chefs d'État, d'autres personnalités, où il parlera aussi, mais ce sera On n'a pas la liste encore des personnalités présentes. à la réception des travaux. C'est-à-dire que lorsque la cathédrale ne sera pas redevenue un lieu de culte. Vous voyez, Macron, on le sort par le portail et revient... Là, il faut peut-être expliquer, effectivement, parce qu'il y aura 3 dates. Il y aura le 29 novembre. Ce jour-là, Emmanuel Macron va déambuler dans la cathédrale. C'est la première fois qu'on aura des images de l'intérieur de la cathédrale, avec le mobilier liturgique, avec ces couleurs apparemment somptueuses qui seront là. Et il y aura une semaine plus tard, le 7 décembre, moment où Emmanuel Macron va remettre, on ne sait pas quoi, sans doute les clés, que sais-je, un objet symbolique à Monseigneur Ulrich, qui de sa crosse frappera les portes de la cathédrale qui s'ouvriront. À ce moment-là, l'affectataire, qui est le diocèse de Paris, pourra récupérer sa cathédrale. Il y a une question qui se posait d'ailleurs avant l'incendie, c'est que la cathédrale est évidemment un lieu de culte, mais c'est aussi évidemment un monument historique. Et la difficulté, moi, il m'arrivait d'aller au Vêpres à Notre-Dame, mais l'été, mais maintenant également l'hiver, il y a une longue queue de touristes, ce qui fait que lorsqu'on veut assister au culte, et ça n'est pas possible, ou c'est difficile. Et là, on nous dit que pour visiter la cathédrale, il faudra s'inscrire auparavant. Mais alors les fidèles, est-ce qu'ils vont s'inscrire pour aller à la messe ou au Vêpres? Et je pense que ce problème pratique n'est pas résolu, ou du moins, comment ça va se passer? Il y a une application qui sera mise en place par le diocèse de Paris, qui a été présentée aux journalistes à une conférence de presse cette semaine, qui permettra donc de s'inscrire le matin même. Vous aurez toujours la possibilité, disent les organisateurs, mais après à voir comment ça va être dans les faits. Oui, mais a avec priori, un peu de chance, ça marchera aussi bien que toutes les autres applications. Mais, visiblement d'ailleurs, la personne qui présentait l'application était elle-même assez peu sereine sur la capacité que l'application aurait à être stable le jour de la semaine de la réouverture, parce qu'on imagine que la demande sera très importante. Mais rendre tributaire la fréquentation de la cathédrale d'une application, c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Oui, c'est une vraie question, parce que il y a souvent des personnes âgées comme moi d'ailleurs, et qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas ces applications, qui ne sont pas à l'aise avec Internet, et si vous n'avez pas d'application, vous ne pourrez pas aller à la messe. Bon. C'est intéressant, le diocèse de Paris, donc les responsables de la cathédrale, ont utilisé une expression qui est utilisée par la responsable du musée du Louvre. Ils ont parlé d'écologie patrimoniale, avec l'enjeu de ne pas avoir trop de surfréquentation. Et en fait, ils expliquent la mise en place de cette application par la volonté d'avoir un nombre limité de touristes, de personnes qui la fréquentent, pour que ceux qui soient dedans puissent pleinement profiter. Ça, c'est quand même positif. Oui, mais comment on peut distinguer le fidèle du touriste? C'est ça la question. C'est ça qui est beau, non? C'est ça qui est beau, c'est que la frontière est tenue entre Richard de XVI. Moi, je vois que quand je vais à Rome, je profite du fait que les églises sont fermées aux touristes pour me considérer comme catholique et aller à la messe le soir, le samedi, ce qui fait que les 3/4 des églises sont en fait ouvertes et on peut assister à la messe et être très tranquille dans les chapelles de Borromini. Donc ça me va très bien. J'aurais aimé que le diocèse de Paris considère, plutôt que de s'occuper d'écologie patrimoniale et d'éviter la surfréquentation, qu'une cathédrale est faite pour être absolument pleine d'une foule dévote, et que, puisqu'ils se sont beaucoup excités sur un parcours catéchétique destiné aux touristes, ils auraient pu aussi considérer qu'ils auraient pu remplir la messe et la cathédrale, et l'intégralité des chapelles latérales de personnes en train de célébrer la messe, qui aurait permis de véritablement accueillir les fidèles. C'est-à-dire augmenter l'offre de messe. C'est ça. Oui, mais parce que c'est à ça que ça sert, une cathédrale. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez dans les programmes qui sont présentés? Je trouve surtout que si on s'excite à vouloir faire un parcours catéchétique à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, c'est qu'on attend qu'il y ait des fidèles qui viennent, et on attend qu'on puisse enseigner. Eh bien, quoi de mieux qu'un prêtre en train de célébrer la messe pour faire en sorte d'affirmer le caractère religieux du lieu et d'offrir une véritable rencontre avec Dieu. Il y aura 2 messes, 3 messes par jour, c'est ça? Oui, voilà. Quand on voit le nombre de chapelles, on pourrait augmenter.
Et vous faisiez allusion à Paul Claudel, qui s'est converti le 25 décembre 1886 à Notre-Dame. Et on ne peut pas exclure, ça c'est ma version optimiste, que les touristes se transforment en fidèles, comme André Frossard, qui est entré dans la chapelle de la rue d'Ulm pour aller voir un de ses copains qui s'y attardait, et qui était un croyant, et qui est ressorti croyant, comme d'ailleurs Paul Claudel. Donc c'est aussi la cathédrale, qui avait rencontré Dieu, il en a fait un livre. C'est aussi le lieu des miracles. Bon, faut pas croire non plus, on peut l'espérer, mais dans la foule des touristes, il est possible que des gens soient saisis par la sacralité du lieu, la solennité des cérémonies, et que si ça ne les convertit pas d'un seul coup comme Claudel ou Frossard, ça les met en chemin vers la foi. Mais Guy Barret, c'est une vraie question. En fait, est-ce qu'il faudrait d'ailleurs nommer différemment les gens qui entrent dans la cathédrale? Est-ce qu'il faudrait les distinguer? Pourquoi un touriste serait étiqueté touriste et pourquoi un fidèle étiqueté fidèle? Et pourquoi ne pas les considérer d'emblée comme des fidèles, comme des personnes qui, puisque vous entrez dans ce lieu, eh bien vous devez vous voir offrir, ce que vous disiez, Richard XVI, vous devez vous voir offrir forcément une prestation spirituelle. C'est un petit peu mercantile et commercial comme fait du marketing. On va parler comme un représentant de musée. Mais c'est un piège une déjà expérience immersive. Voilà, moi, immersive. je plaide pour une expérience immersive dans Notre-Dame avec un dispositif muséal absolument incroyable, la messe. Et donc ça estomperait la différence peut-être artificielle entre le touriste et le fidèle. Oui, et puis à une époque où on passe notre vie à vouloir contextualiser, voici un bâtiment religieux, s'il est en permanence rempli de la fumée des encens, du chant des fidèles, des grandes orgues et du bruit des gens en train de s'agenouiller, Ça suffit, en fait, il n'y a pas besoin de plus. Vous devinez bien que pour les fidèles qui participeront à la messe, ce sera compliqué d'avoir en permanence une foule de touristes qui passent autour d'eux. Mais vous savez, les JMJ, Lourdes. Là, il y a quasiment le pèlerinage de Chartres, on est 100 là, il y a que des fidèles. 000, 10 000, 100 000, mais non, mais il y a on que est des fidèles. Mais c'est pas grave. Voilà, on a l'habitude d'avoir du bruit, des gens qui s'évanouissent à côté, trop de soleil ou beaucoup trop de pluie, et on réussit quand même à arriver jusqu'au bout de la messe. Le touriste a une âme comme les autres, donc l'appeler touriste, ça a l'air de dire tu ne fais que passer et donc je minore l'offre que je te dois. Le piétinement de cette foule en marche à nos côtés, au contraire, on saura pour qui prier. Ce qui est très gênant, ce sont les touristes, et on peut les reconnaître à cela d'ailleurs, qui prennent des photos ou des vidéos pendant les cérémonies, ce qui est évidemment interdit, mais ils le font quand même, et donc ça les désigne plutôt comme essayant d'apprécier l'architecture plutôt que la cérémonie qui se déroule. L'autre chose dans cette restauration de Notre-Dame, c'est aussi quand même l'hommage, pas seulement à ceux qui aujourd'hui l'ont restauré, les ouvriers et les compagnons, mais ceux qui, au Moyen-Âge, l'ont fait et qu'elle est toujours debout. Alors, elle a été très dégradée, mais enfin, l'essentiel, c'est-à-dire la structure, le bâtiment, subsiste. Et là, c'est aussi un témoignage à la fois de talent, de courage et de foi, surtout, à travers les siècles. Et je pense que au moins les touristes peuvent, ne serait-ce qu'à travers cet effort artistique et architectural, trouver quelque chose de la sacralité du lieu. Ça parle de soi, ça parle en soi. Cette messe, alors qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que vous avez cité la date. Non, mais il y a, oui, je voulais dire, voilà, parce que Guy Barret, vous avez cité ces professionnels qui ont, de manière très talentueuse, rénové Notre-Dame. Il y en a eu 2000, avec de nombreux artisans, de nombreux métiers. Chantier du siècle qui aura coûté quelques 700 millions d'euros, mais le budget a été tenu, semble-t-il, et pas sans être dépassé. Richard XVI. Et d'ailleurs, un mail d'un auditeur, Joseph, qui nous dit: dans la cathédrale Notre-Dame, Macron est chez lui puisqu'elle appartient à l'État. C'est l'État qui l'a reconstruite. Enfin, l'État l'a volé à l'Église. L'État a ensuite mis en place une structure administrative et, comme l'a rappelé Guy Barret, ce sont les fonds privés qui ont fait en sorte que l'État puisse s'en emparer et faire les travaux avec son lot de polémiques habituelles sur le bon emploi des deniers,
dont le dernier en date étant le fait qu'après avoir restauré des vitraux, on va les démonter pour en installer d'autres. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'État soit chez lui. La seule personne qui soit véritablement chez elle, c'est la Sainte Vierge. Voilà. Et sans doute le bon Dieu aussi. Guy Barret. Oui, c'est vrai que l'Église n'en est qu'affectataire et que l'État en est propriétaire parce qu'elle a spolié l'Église. Seules les églises construites après 1905 sont la propriété de l'Église. C'est peut-être ce qui a sauvé le patrimoine religieux, parce que sans doute qu'au vu de la faiblesse des revenus de l'Église, de la décroissance des revenus de l'Église, elle n'aurait plus les moyens aujourd'hui de s'occuper de son patrimoine si ce patrimoine lui appartenait encore. Oui, sauf que il y a de moins en moins de fidèles dans les églises. Il y a 4% de pratiquants, et que peut-être toutes les églises même n'ont pas d'intérêt, comme Roselyne Bachelot. Vous pensez qu'elles n'ont pas tout un intérêt? Non, elles peuvent avoir un intérêt architectural, mais il y a des raisons. On parle de déserts médicaux. Il y a des déserts catholiques, c'est-à-dire où il y a dans telle une seule église pour 25 villages et qui ne réunissent que peu de fidèles. C'est-à-dire que les églises historiques dans les villages voisins n'ont plus d'usage. Alors, simplement, on peut, sans compter qu'il y en a qui ont une très grande valeur architecturale, et puis d'autres qui ne sont peut-être pas, évidemment, du même... Mais l'idée de savoir que, justement, c'est l'État qui, en spoliant l'église, s'est mise une charge sur le dos, en fait, à travers tous les contribuables qui financent l'entretien de ces églises. Ça, c'est quelque chose, c'est un système dont on ne sait pas s'il va perdurer. Aujourd'hui, il existe. Et je pense que la polémique sur le fait de savoir s'il faut faire payer l'entrée de Notre-Dame, elle est quand même reliée à la peur que l'on change le statu quo dans lequel on est. Au détriment de l'Église qui se retrouverait à devoir entretenir ces bâtiments. Charles XVI. Ça me paraît très hasardeux de se dire qu'au bout de 2 spoliations successives de la part de l'État français contre l'Église, et surtout contre tous les Français qui avaient contribué en fait à reconstituer un patrimoine religieux après la première spoliation de la Révolution française, de se dire que en fait l'Église aujourd'hui est bien contente du fait qu'elle n'ait pas à assurer cette charge. L'État français mène une politique anticléricale depuis plus de 2 siècles. Voilà, ça me paraît compliqué de séparer la manière dont l'Église et l'État ont des rapports houleux en France de la manière dont l'Église aujourd'hui serait capable d'assurer l'entretien des bâtiments. Les ministres de la Culture qui se succèdent ne remettent pas profondément en cause l'entretien des églises. Non, mais par exemple, quand on voit la masse qui est consacrée à l'entretien du patrimoine, on voit bien qu'il y a un défaut incroyable. Toutes les études disent qu'il faudrait des centaines de millions d'euros. Quand on voit la manière dont la mairie de Paris elle-même consacre ou pas des deniers à l'entretien de l'église, à la restauration de ce qui est à l'intérieur, je parle par exemple des fresques de Notre-Dame de Lorette, on voit bien qu'il y a un déficit incroyable. Saint-Augustin à Paris aussi a été magnifiquement... Oui. Il y a toujours un truc qui va bien et il y en a 10 qui vont mal. Oui, c'est-à-dire le problème se pose non pas au niveau de la capitale, mais dans les villes, les petites villes où le maire, c'est lui qui est propriétaire, enfin c'est la ville qui est propriétaire de l'église, et qui, ces petites communes, n'ont parfois pas les moyens de restaurer ou d'entretenir les églises. Donc c'est pas au niveau national que se pose le problème, donc dont les finances de ces petites villes sont d'ailleurs exsangues. Guy Barret, Richard de XVI pour le débat du jour qui continue après la pause. On parlera de Musk et de Trump, direction les États-Unis, mais d'abord l'information. Portrait. Bonjour, c'est Simon Tatro. Portrait, c'est tous les jours à 12h15, un quart d'heure en tête-à-tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, reporters ou responsables associatifs, ils nous racontent leur expérience et ce qui les anime. Portrait, c'est tous les jours à 12h15 et 19h30. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. À moins d'1 mois de la réouverture de Notre-Dame, la chasse reliquaire pour la couronne d'épines, imaginée par Sylvain Dubuisson, est en cours de fabrication aux ateliers Saint-Jacques et Fonderie Coubertin. Un reportage à lire dans Paris Notre-Dame. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Louis Dauphren et l'équipe des journalistes du matin, désormais sur toutes les radios du réseau RCF. C'est une grande première et c'est une bonne nouvelle pour Radio Notre-Dame. Ensemble, nous essayons effectivement de construire une même radio plus ambitieuse, plus rayonnante et plus joyeuse. Aidez-nous à nous développer au service de l'unité des chrétiens. Envoyez vos dons à Radio Notre-Dame via le web, par virement et sans oublier évidemment les chèques au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Merci beaucoup. – 9h30, le retour de l'information avec Cécile Mérieux. Trump continue ses nominations fracassantes pour son futur gouvernement. Le prochain président privilégie des personnalités qui n'ont parfois aucune expérience sur l'appareil d'État, mais qui le soutiennent sans réserve. Elon Musk, par exemple, le milliardaire, dirigera une commission de réduction de la dépense publique et de dérégulation. Les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Los Angeles en 2028 et les organisateurs l'assurent, l'élection de Donald Trump n'aura pas d'impact sur leur préparation. Ils estiment que les Jeux ne sont pas politiques. À la COP29, les ONG dénoncent la présence en masse et l'influence des lobbyistes de l'énergie fossile. La conférence internationale sur le climat est organisée cette année encore dans un grand pays producteur de pétrole, l'Azerbaïdjan. En France, le Rassemblement national dénonce les réquisitions du parquet de Paris hier, dont l'inéligibilité pour 5 ans de Marine Le Pen. Le RN a lancé une pétition dénonçant, je cite, une ingérence dans l'organisation de la vie parlementaire, sans préciser que le délit de détournement de fonds publics est automatiquement assorti pour un élu d'une peine d'inéligibilité. Michel Barnier a déclaré hier qu'il engagera probablement la responsabilité de son gouvernement sur le budget par l'article 49.3 de la Constitution. À propos de la fin de vie, il veut prendre le temps de forger sa propre opinion. Il n'écarte pas l'hypothèse de reprendre le travail avancé, mais veut revenir sur les conditions médicales ouvrant l'aide à mourir et le consentement du personnel soignant. C8 monte au front devant la justice pour contester la décision du régulateur de l'audiovisuel. À 3 mois de la fin programmée de sa fréquence, la chaîne de l'animateur controversé Cyril Hanouna cherche à engranger des soutiens. La chaîne a lancé une pétition pour demander son maintien. Elle a déjà rassemblé plus de 600 000 signatures. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, annonce le recrutement de 750 postes supplémentaires de CPE et de surveillants, une démarche pour apaiser le climat scolaire. Merci beaucoup Cécile Mérieux, on vous retrouve à 10h avec Melchior Gormand dans Je pense donc j'agis. Mais d'abord la suite du débat du jour, toujours avec Guy Barret, essayiste, ancien journaliste politique au Figaro, et Richard Dessaize, essayiste, consultant en communication. Elon Musk, on va en parler avec Donald Trump. Elon Musk, le milliardaire homme d'affaires à la tête d'une nouvelle commission à l'efficacité gouvernementale. Et puis cela s'ajoute aussi à toutes sortes de nominations, d'autres nominations qui peuvent être tout à fait signifiantes pour ce mandat de Donald Trump et la volonté d'imprimer sur le cours de la vie politique américaine et d'être efficace, si on peut dire efficace dans le sens évidemment où le souhaite le président élu qui prendra ses fonctions. Au mois de janvier, Donald Trump donc forme un gouvernement guidé par l'allégeance à sa personne, nous dit-on, alors qu'il voulait confier le ministère de la Santé à Robert Kennedy, notoirement sceptique vis-à-vis des vaccins. C'est aussi l'un des aspects des nominations des membres de ce gouvernement, à la fois Elon Musk et puis aussi Robert Kennedy. Richard Dessaize et Guy Barret. Guy. Oui, ce sont tous les deux des milliardaires. Alors, est-ce que les États-Unis sont gouvernés par des milliardaires ? De toute façon, aux États-Unis, pour faire de la politique, et à plus forte raison pour être élu président, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, ou à tout le moins savoir en récolter. Il n'y a aux États-Unis, contrairement à la France, aucune aide publique, aucun remboursement des frais et aucune limite non plus. Et c'est d'ailleurs, pendant la campagne, un des tests sur la crédibilité du candidat que de savoir combien de milliards de dollars ou de millions de dollars il a réuni. La question est, non pas... Donc, tous les présidents des États-Unis, il y a très peu de SDF aux États-Unis qui sont devenus présidents, des bouts de cas sociaux, et étaient toujours des gens très fortunés. La question est, comme pour toute la richesse d'ailleurs, n'est pas d'être ou de ne pas être riche, très riche, ou milliardaire ou pas, mais de savoir d'une part
comment on a gagné cet argent, et d'autre part, quel usage on en fait en tant que président des États-Unis. Bon, si on prend le cas d'Elon Musk, évidemment, il est richissime, hein, c'est astronomique, hein, tout ce qui peut gagner. Mais il est issu d'une famille modeste, et l'argent qu'il a gagné, il doit à son talent et peut-être même à son génie. Bon, Trump, lui, c'est un génie, surtout des affaires, de la télé-réalité, etc. Bon, donc, cet argent, ils l'ont gagné, grâce à leur qualité. Maintenant, est-ce qu'ils vont gouverner en fonction de cette richesse, c'est-à-dire pour accomplir un certain nombre de desseins qui augmenteraient cette richesse? Apparemment pas. Mais c'est vrai que la question que vous posez, Louis, c'est que les conditions dans lesquelles extraordinaire, hein, pour l'histoire des États-Unis et même pour l'histoire électorale en général, de ce président qui revient après moult procès et après l'affaire du Capitole, et président, enfin, ayant la majorité au Sénat, à la Chambre des Républicains, des représentants, à la Cour suprême, et évidemment que ça lui donne une espèce de toute-puissance, hein, et que c'est pour ça qu'il peut se permettre, ce que vous évoquez, de mettre au secrétariat à la santé des gens qui ne sont pas politiquement ou sanitairement corrects, ou même comme secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. Et cela s'explique aussi par le fait que finalement... Marco Rubio. Voilà, finalement, en dernière instance, quels que soient ses ministres, c'est lui, Trump, qui décidera de tout, qui fera ce qu'il a envie, et ses ministres exécuteront, et puis s'ils exécutent mal, s'ils ruent dans les bancards, il les changera, et puis il en prendra d'autres. Donc c'est les conditions de l'élection de Trump qui fait qu'il pense qu'il peut tout se permettre. Maintenant, il va se heurter au mur des réalités. Pour la Russie et l'Ukraine, il n'est pas sûr qu'en 48 heures, ils résolvent le conflit. Oui, par exemple, il y a le gros déficit budgétaire. En tout cas, Guy Barret, Elon Musk a rencontré l'ambassadeur iranien à l'ONU pour apaiser les tensions entre Téhéran et les États-Unis. C'est déjà un signe, peut-être, d'une démarche qu'il a entreprise. Pas sûr qu'Elon Musk se laisse manipuler comme un pion non plus par Donald Trump. Voilà. On a plutôt l'impression que Richard c'est le contraire. Voilà. Sur la question initiale, c'est les milliardaires sont au pouvoir. Ça fait très très longtemps que les milliardaires sont au pouvoir aux États-Unis, puisque, comme le rappelait Guy Barret, ce sont eux qui financent les élections. Il faudrait vraiment être idiot pour croire que tous ceux qui donnent de l'argent aux candidats démocrates, aux candidats républicains, n'en espèrent aucun retour. On ne parlera pas des lobbyistes qui grenouillent à l'Union européenne et d'une manière générale de l'orientation systématique des lois qui privilégient la grande finance au détriment des travailleurs dans à peu près tous les pays du Nord. Donc voilà, l'argent est déjà à la manœuvre. Sur Elon Musk, et auquel il faut ajouter à mon sens Peter Thiel, puisque c'est Peter Thiel qui a fait naître Vance, le vice-président de Trump, il y a effectivement des milliardaires qui ont décidé qu'il était intelligent de disrupter la démocratie américaine comme ils avaient disrupté le paiement en ligne ou la conquête spatiale, et qui ont une idéologie très technophile, qui porte un anagramme TESCREAL, TESCREAL, et ils ont décidé que il fallait que l'Amérique devienne, enfin les États-Unis deviennent le pays où on pouvait développer très tranquillement les technologies sans aucun frein réglementaire. Et effectivement, ils sont à la manœuvre. Ils étaient démocrates il y a quelques années, ça n'a pas marché. Donc maintenant, avec Trump, ils ont trouvé le véhicule qui leur permet de faire en sorte que l'Amérique soit
ce terrain où tous les investissements sont possibles et où toutes les réglementations sont abolies. Soyons francs, les démocrates avaient déjà pas mal réussi à abolir une partie de ces réglementations, et avec l'IRA, Biden avait fait en sorte de doter l'Amérique d'une puissance industrielle et d'une capacité d'investissement qui a déjà mis l'Europe à genoux. Donc, voilà, l'argent a toujours à la manœuvre. Là, on a quelque chose qui est neuf, c'est ce côté transhumaniste, technosolutionniste, qui va peut-être produire des effets absolument stupéfiants. Et on voit déjà d'ailleurs que... Lesquels, par exemple ? Eh ben, le développement de tout ce qui est implants cérébraux, mais en quittant le Neuralink de Musk, mais en faisant en sorte que ça soit beaucoup plus répandu. On a la même chose en France à Grenoble. On en parle moins que de Neuralink, alors que ça marche mieux. Mais là, on va pouvoir le déployer. Il y a l'idée que la conquête spatiale et l'aventure martienne deviennent une priorité étatique. Tout ce qui est recherche sur la longévité et donc la manière dont on va essayer d'augmenter considérablement la durée de vie en bonne santé des humains. Là, ça va démocratiser tous ces sujets. Oui, puisque l'intérêt d'un milliardaire, c'est qu'il essaie de faire de l'argent, donc il a intérêt à ce que ce qu'il propose soit démocratique. Guy Barret. Oui, tout ça, ce sont des projets, ça peut être des craintes, mais je pense que le frein qui pourrait être mis à tout ça, c'est précisément ce qui a valu son succès à Trump, c'est-à-dire le peuple. Les gens peuvent être réfractaires à ces initiatives. Pourquoi le serait-il ? Parce qu'ils se rendraient bien compte que, même sans avoir fait des études extrêmement approfondies, que implanter des neurones artificiels dans le cerveau, c'est quand même une aliénation de leur liberté. Et en plus, le souci, ce qu'ils attendent, et pourquoi ils ont voté pour Trump, c'est pas pour ça. C'est sous Biden, les prix ont augmenté de 20%. Ils savent pas comment terminer leur fin de mois. Tout était, même la viande a augmenté de 40%. Donc ils attendent de Trump, et éventuellement de Musk, qu'il remédie à leurs conditions concrètes, sociales, humaines, et non pas à des initiatives d'aller sur la planète Mars. Bon, ils en sont très fiers en tant qu'Américains, qui sont les premiers à conquérir Mars, à y vivre, c'est entendu. Mais ce sont des projets, évidemment, à très long terme. Et donc, ça les fait pas, à mon avis, ça les fait pas rêver. Donc, je pense qu'il y aura là quand même un obstacle. Guy, pas forcément, parce que c'est vrai que ça, si on écoute Richard Lessez, ça va déployer le potentiel de l'Amérique. L'idée que justement on puisse développer le potentiel de tous les rêves fous que l'être humain peut avoir en lui, en particulier l'homme augmenté, le transhumanisme, et le libérer des freins éthiques. C'est ça un petit peu que la chose sous-entend, Richard Lessez. Mais oui, je le sous-entends parce qu'en même temps ils le disent. Donc c'est ça, c'est un vecteur puissant aussi d'influence. Voilà, et ils sont en train de rapatrier aux États-Unis depuis plusieurs années, et ça va s'accélérer vraisemblablement avec Trump, Musk, Vance, etc. Par exemple, la fabrication des microprocesseurs. Pour le moment, ils dépendent de Taïwan. Il y a un effort incroyable pour faire en sorte que les microchips soient produits sur le sol américain. Mais comment Vance va se situer, lui qui se dit catholique, donc attaché forcément à une certaine anthropologie, comment va-t-il se situer par rapport à certains délires? J'appelle délire volontairement parce que la chose aujourd'hui est juste fantasmatique, elle n'existe pas concrètement dans la vie des gens, mais comment va-t-il se situer par rapport à ça? J'aimerais bien qu'il nous l'explique, parce que là pour le moment effectivement Vance qui est catholique, qui s'est converti au catholicisme puisqu'il vient du protestantisme, est en train de traiter avec le capitalisme le plus débridé qui soit. Donc je pense que le pape François ne doit pas être exactement sur la même ligne que Vance. Ce qui est intéressant, c'est que les gens disent que cette bascule d'une partie des élites technophiles vers le catholicisme vient du fait que le catholicisme leur paraît être une religion plus optimiste que le protestantisme. Et donc, il y a un aspect qui nous choque, peut-être en tout cas, sur lequel nous ne sommes pas capables de nous accrocher, nous, en tant qu'Européens, en tant que vieux catholiques,
sur une religion catholique qui a, si j'ose dire, dans sa version américaine, un caractère un peu prométhéen, et où on insiste moins sur le poids de la culpabilité. Voilà, on est moins de ce côté-là, des pères fondateurs et du fait qu'il faut souffrir pour être heureux, que du côté de la rédemption et l'avènement d'une humanité nouvelle. Mais une fois de plus, ce serait intéressant. Il y a d'autres élites qui se convertissent au catholicisme. Effectivement, on pense à J.D. Vance, mais il y en a d'autres. Oui. Guy, vous qui avez été protestant, c'est plus feel good le catholicisme. Je peux vous dire que effectivement, le catholicisme est plus optimiste. Relativement, parce qu'on croit au péché, que les protestants. C'est-à-dire que c'est simplement la doctrine. La doctrine catholique dit que le péché originel a blessé notre nature humaine, donc notre volonté, notre intelligence. Dans le protestantisme, Luther, Calvin et les héritiers le croient également, ils disent que le péché originel a corrompu la nature humaine, ce qui fait qu'il n'y a plus de loi naturelle, plus de droit naturel et plus de connaissance naturelle de Dieu. Bon, cela étant dit, qu'est-ce que ça a comme conséquence, eh bien, par exemple, tout ce qui vient, par exemple, sur le mariage gay, et d'abord le pacte, etc., c'est la doctrine anglo-saxonne de l'association. C'est-à-dire que si deux individus ou deux sociétés s'accordent sur un certain nombre de choses, font un contrat, il est valable sans tenir compte de la loi naturelle. Donc si deux hommes ou deux femmes veulent se marier, il n'y a aucun obstacle. L'autre conséquence de la connaissance de cette conception de la nature humaine, c'est que, par exemple, l'Église enseigne depuis le Concile, bien avant, mais 1870, que Dieu est connaissable par la raison naturelle. Bon. De même que les premiers principes, de même que la loi naturelle, c'est-à-dire le décalogue. Rien de tel dans le protestantisme je peux faire Après, le protestantisme est très protéiforme. Oui, alors c'est justement, je voulais en venir là. Si c'est vrai que certains peuvent considérer que le catholicisme est plus optimiste et plus favorable au climat des affaires, il ne faut pas oublier que dans la principale confession actuellement chez les protestants américains, ce sont les évangéliques. Et à l'intérieur des évangéliques, il y a toute une tendance qui prospère, qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire qu'il fait dépendre, qu'en disant Dieu, il veut que vous soyez riches, plus... Alors les prêcheurs disent, plus vous nous donnez pour que je prie pour vous, plus des grâces matérielles tomberont du ciel. C'est l'évangile de la prospérité. Et donc, c'est un business. Alors il y a des fidèles y croient, donc on peut aussi, à travers ce protestantisme-là, l'évangile qui prêche l'évangile de la prospérité, faire aussi, si vous voulez, des affaires. Et une des raisons, si vous voulez, que aussi la conversion d'un certain nombre d'élites intellectuelles au catholicisme n'a parfois rien à voir avec ça. C'est qu'ils redécouvrent des penseurs catholiques, notamment thomistes, comme Maritain, Gilson, etc., voyant que du point de vue protestant, il y a plus de très très grands théologiens ou très très grands philosophes. Il reste Karl Barth, par exemple, qui était un grand théologien réformé. Il y a un certain nombre de philosophes, mais ils découvrent, comme ils ont découvert dans un autre bord Foucault, qui ont participé évidemment à un certain nombre de qui sont à la racine du woke. Là est toute une génération, parce que les évangéliques ou le protestant, ils produisent moins intellectuellement. Voilà. Il y a l'église qu'on appelle mainstream, historiques, sont plutôt libérales. Réagissez par mail à ce que disent nos débatteurs en plateau, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à un autre sujet ou alors Rappelons aussi que Biden était catholique, oui, et que il n'a aucun problème avec l'avortement. Il n'a jamais été excommunié. Le pape François a dit oui. Alors les évêques américains sont beaucoup plus rigoureux.
Richard de Sèze, une dernière remarque sur ce Les sujet? évêques américains, je crois, sont un peu divisés sur le sujet. Non Oui, même en France. Les évêques sont divisés d'une manière générale. Voilà. Bon. Vous vouliez réagir Sur cette question optimiste. Sur la question de l'optimisme catholique, oui, effectivement, c'est une religion beaucoup plus optimiste. Après ça, sur Mais c'est la compatibilité avec... l'alliance curieuse de ça. la technique du capital et de Notre-Dame, là, je suis suspect. On continue, on passe au débat suivant. Allez, on y va. Eh ben c'est parti. Marine Le Pen joue-t-elle sa survie politique menacée par une peine d'inéligibilité? Notre flashwoman Cécile Mérieux a prononcé 2 fois le mot. C'est un vrai test pour les jeunes journalistes. Inéligibilité. Mais c'est vrai, vous l'avez bien dit, Cécile, bravo. Qui anéantirait donc ses ambitions élyséennes pour 2027. Marine Le Pen donc joue ces prochaines semaines son existence politique. Alors c'est facile de le dire. Est-ce que c'est si vrai que ça? On verra. En tout cas, elle dit que l'accusation va accuser, ce qui ne me fera pas tomber de ma chaise a priori. Elle a réagi dans un palace parisien où l'on fêtait la sortie du livre de Jean-Dan Bardella. Elle voulait faire entendre le calme des vieilles troupes. Voilà, c'est un peu l'attitude qu'elle adopte. Mais il y a quand même une réelle tension autour de cette question liée à son procès. On ne va pas forcément en rappeler les tenants et les aboutissants. La question, c'est de savoir, est-ce que Marine Le Pen sera présente en 2027? À votre avis, est-ce que c'est possible qu'elle ne soit pas présente? Guy Barret, Richard de Sèze. Richard? Oui, c'est possible, puisque le procureur, si je ne m'abuse, l'avocat général, pardon, a requis l'exécution provisoire. Ce qui n'était pas nécessaire. L'inéligibilité est automatique. Donc les députés ont été assez idiots pour voter une loi pareille. Mais rien n'obligeait en fait à ce que le réquisitoire aille aussi loin qu'il est allé. Donc c'est ça le point politique de ce réquisitoire. Oui, on est au stade des réquisitions. On est au stade des réquisitions. Il va y avoir le jugement en 2025. Donc si le juge suit ce qui a été requis, eh bien, elle sera inéligible. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qui serait stupéfiant. Donc, c'est théoriquement possible. Oui, Guy Barret. C'est vrai que la loi dite Sapin 2 prévoit une inéligibilité. Ah, vous avez oublié le lit là. Inéligibilité. Vous avez oublié le syllabe. Automatique. Sauf le juge peut y renoncer en le justifiant. Donc il y a encore là une porte de sortie. C'est vrai que rendre cette décision exécutoire, ça se fait généralement au pénal quand il y a un risque de récidive immédiate et qu'on met tout de suite en prison, parce qu'il y a de la prison pour elle, mais enfin qui serait aménagé, c'est-à-dire avoir un bracelet électronique. Donc, alors que pour Marine Le Pen, qui n'est plus parlementaire européen comme la plupart des autres prévenus, il n'y a évidemment aucun risque de récidive. Donc, et là, dans quelques semaines, il y aura un nouveau procès Fillon. Pourquoi un nouveau procès Fillon? Parce que tout à fait récemment, il y a eu un arrêt de la cassation qui a reconnu la culpabilité de François Fillon, mais qui a annulé les peines qu'elle a encourues. Bon, cela étant dit, l'élection présidentielle est passée et que même s'il y a un nouveau procès qui le réhabilitait, c'est bon, eh bien, ça ne changerait rien. Donc on peut tout à fait imaginer que si, évidemment, le tribunal suit les réquisitions, eh bien que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027, qu'elle fasse appel, et que, soit en appel, soit au moment de la cassation, eh bien on dit, ben non, finalement, c'était excessif, abusif, ou elle est innocente. Ça dépend du calendrier, donc voilà, de la célérité de la justice. Donc, on verrait donc... mais l'élection présidentielle serait passée. Non, là... la cassation pourrait arriver avant. Si jamais la justice faisait aussi vite que pour François Fillon... Oui. Mais là, vous avez raison, il y a quand même les faits reprochés datent de 2009 à 2014. Voilà, on est en 2024. Le jugement sera rendu en 2025, le premier. Donc, on n'a pas du tout l'impression que la justice ait envie d'aller aussi vite qu'elle le pourrait. On a même, au contraire, l'impression, comme dans d'autres procès où des politiques sont engagés, il y a une espèce de curieux ajustement des calendriers politiques et judiciaires.
Pour avoir une épée de Damoclès, c'est ça, une manière de tenir. Alors, on dit, évidemment, Marine Le Pen dit c'est un procès politique, on veut m'éliminer politiquement. C'est ce que disait Trump pour tous les procès qu'il accablait. Et celui n'a pas trop mal réussi, malgré tout. C'est ce que disait Cahuzac. Mais alors, ce qui est inquiétant, on n'a peut-être pas assez relevé une phrase d'une des procureurs, ils sont 2 procureurs, à propos d'un prévenu, Jean-François Jalc, où elle dit qu'elle ne disposait pas d'éléments pour déterminer l'égalité d'un des contrats litigieux, celui de Jean-François Jalc, donc il y avait au moins un doute, et donc le doute profitant à l'accusé, elle aurait dû demander la relaxe. Et voici ce qu'elle a dit. Je ne peux demander une relaxe, ça me ferait trop mal. Je me rapporte donc à la décision du tribunal. Ça me ferait trop mal. Ça, c'est du verbatim. Ça me ferait. Non, mais il y a les journalistes de BMTV, le Parisien, etc. Ils ont tous entendu cela. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a là un élément subjectif et donc partisan qui entre dans sa décision, dans sa détermination. En disant voilà, moi ça me ferait du mal. Bah oui, ça lui ferait du mal, mais enfin si le droit l'exige, s'il y a un doute, donc elle doit le relaxer. Et forcément qu'on peut se demander si ce qu'elle a dit pour Jean-François Jalc n'est pas non plus valable pour d'autres prévenus, y compris Marine Le Pen. Et ça jette quand même une suspicion sur la démarche juridique, puisqu'il y a un autre élément qui n'est pas juridique. Elle dit, ça me fait mal, alors, pauvre fille, mais ce n'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Ce sont des propos rapportés. Il n'y a pas de. Non, mais ces propos rapportés, là, je vois. C'était rapporté sur BFM TV. Catherine, vous ne mettez pas en doute ce que dit BFM TV, quand même. Catherine Fournier. Moi, une source, je me méfie. Une autre source, Caroline Fournier de France Info, et le journaliste du Parisien, qui ont tous entendu la même chose. On a une sainte trinité, là. Voilà. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, donc, le France Info, BFM TV, le Parisien, ce ne sont pas des organes de combat au profit de Marine Le Pen. Bon, enfin, voilà. Bon. Comment, juste en un mot, du coup, ça peut s'ajuster? Comment cette affaire peut être intégrée dans la stratégie du RN? Est-ce que ça veut dire motion de censure? Est-ce que ça veut dire des conséquences politiques? Alors, effectivement, le RN peut décider de punir le gouvernement et tout le monde expliquera que c'est absolument un stupéfiant, qu'il y a une séparation des pouvoirs qui est en permanence bafouée par tout le monde, y compris par Dupond-Moretti quand il a été ministre de la Justice. Mais c'est pas grave, on accusera le RN de l'avoir bafoué. Il y a aussi une autre manière, c'est de se décider à tout miser sur Jordan Bardella. Et donc là, le Rassemblement national se rendra compte que le fait de n'avoir que des figures charismatique, extrêmement rare, plutôt que d'avoir un véritable parti avec beaucoup de grandes figures, sera sans doute quelque chose de pénible en 2027. Mais vous pensez qu'elle peut se retirer Non, je pense qu'elle sera retirée à coups de pied dans le derrière par une justice évidemment impartiale. Et qui sommes-nous pour la critiquer? Mais que si jamais elle y est contrainte, le RN n'a plus qu'une solution, c'est Jordan Bardella. C'est tout à fait exact. Et Bardella, à mon avis, c'est à la fois un handicap et un atout. L'atout premier, c'est qu'il ne s'appelle pas Le Pen. Et qu'il y a toujours des gens, malgré les efforts de diabolisation, pour lesquels le mot Le Pen agit comme un répulsif. Bon, ils sont de moins en moins nombreux, mais ça existe. Et même si souvent une élection se joue sur les marges. Et l'autre point, Guy? L'autre point, le handicap, c'est qu'il est jeune, c'est qu'il n'a pas d'expérience, et que les Français ont déjà fait l'expérience aussi d'un jeune premier de la politique. La jeunesse, c'est à double tranchant. Voilà. Mais lui, c'était un meneur de la finance. Il était censé s'y connaître. Emmanuel Macron, mais aussi Emmanuel Macron, et ils s'aperçoivent qu'un néophyte qui sert de la présidence de la République en apprenti n'a pas que de bonnes conséquences. Guy Barret, ancien journaliste politique au Figaro, Richard Decèze, consultant en communication essayiste. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents pour ce débat du jour. Merci Louis Dauphren, merci à Pierre-Henri Paget qui réalisait depuis 6h30 cette matinale.